Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du mois de juillet. Juillet, mois qui est passé à toute vitesse, vraiment, il s'est passé mille choses. Ma plante derrière s'est effondrée, donc j'étais obligé de reconfigurer tout ça. Mes lunettes sont de travers, il faut que je les change et je me suis disputé avec mon ortho quelque chose. Bref, rien ne va et je pars en vacances dans 2 jours, mais je ne pouvais pas partir sans vous partager ma vidéo bilan de juillet. Vous allez voir que dans ce bilan, il y a à la fois les lectures que j'ai terminées, qui sont pas extrêmement nombreuses, les lectures que j'ai commencées, qui sont pour le coup, ça part dans tous les sens, et les lectures que je vais faire peut-être en août. Avant de commencer tout ça, et avant... Mon chat vient de sauter, et avant de lancer le générique, voilà, je voulais demander aux uns et aux autres si vous avez des choses à me conseiller, parce que dans 2 jours, je pars en vacances. J'ai réalisé que les lectures de vacances étaient quand même des lectures faciles, qui ne nous demandent pas une concentration extrême. Or moi, comme un idiot, j'ai commencé plein de bouquins de 900 pages, qui pour le coup me demandent beaucoup d'énergie et de capacité mentale. Or, mes batteries sont vides. J'ai été aussi très bête, puisque vous allez voir, j'ai épuisé mes livres de vacances avant d'aller en vacances. Voilà. Donc si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas, je prends tout et n'importe quoi, je lance le générique et on commence tout de suite la vidéo. Je vous disais que j'ai épuisé mes lectures de vacances, oui, car j'ai enfin terminé la saga de Blackwater. J'ai lu quasiment à toute vitesse le tome 5 et le tome 6. Or, c'est d'une bêtise absolue parce que s'il y a bien une saga que j'aurais dû prendre dans mon sac pour partir en vacances, c'était celle-là. Et non. Voilà, ici c'est joli. Et j'ai terminé. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Parce que mine de rien, c'est quand même 6 tomes vendus 8,40 €. Ça, je l'ai toujours dit, pour moi, c'était un choix éditorial que de ne pas les regrouper. Honnêtement, les tomes, ils font 200 pages. Il y avait de quoi faire en réalité peut-être 3 gros tomes, quelque chose comme ça. Après, vous allez me dire, ouais, mais ça aurait coûté tout aussi cher. Peut-être. Bon, admettons. En tous les cas, 6 tomes pour 9 € à peu près, mais des tomes qui sont extrêmement jolis à mettre dans la bibliothèque. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette fin? Eh ben moi, elle m'a plu. Je sais que beaucoup de personnes ont été déçues parce que un grand nombre de lecteurs et de lectrices se sont dit on allait avoir des réponses. Or moi, dès le départ, j'ai tout de suite compris qu'on n'en aurait jamais. Ou en tout cas, qu'on n'aurait pas les réponses attendues. Cette fin déçoit parce que elle manque de réponses, ça c'est sûr. Pour autant, la boucle est bouclée, comme on dit. Elle est pleine d'émotions et soudainement, l'auteur s'autorise à faire des choses qu'il faisait un peu moins dans les tomes précédents. Il le faisait parfois de manière très légère, c'est-à-dire de jouer un peu avec l'horreur, le glauque, mais là, il se dit je vais me faire plaisir et j'ai été agréablement surpris de le voir, comment dire, presque détruire sa propre œuvre, se dire maintenant c'est la fin, c'est le moment, on casse tout, on détruit tout. C'était... Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que c'était une belle fin. Est-ce que j'aimais l'aventure et le voyage? Oui, c'est pas une lecture dont je me souviendrai toute ma vie. Pour autant, c'est une famille à laquelle je me suis attaché et je me suis attaché à la singularité des personnages, au discours tenu sur ces femmes fortes, incroyables, émancipées, qui s'imposent face à ces hommes faibles et lamentables. J'ai aimé l'humour de l'œuvre, j'ai aimé son côté bizarroïde, étrange. J'ai trouvé que c'était vraiment très atypique. Petit point qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est à un moment donné, un de mes personnages préférés, c'est le personnage de Queenie, qui arrive, et on se dit, c'est l'arriviste de service. En plus, la façon dont elle est décrite, moi j'avais peur qu'il y ait un côté un peu grossophobe, parce qu'on insiste, hein, c'est un personnage qui est gros, et je me suis dit, oh mince, ça va être une espèce de running gag, ça va être le côté la méchante grosse, etc. Et je trouve qu'en réalité, l'auteur
réserve un destin à la famille des Strickland qui est assez extraordinaire, qui pourtant, les pauvres, les bouseux, ils sont affreux, ils sont profiteurs, au début ils sont décrits d'une manière terrible, et ben moi j'ai été hyper touché par leur destin aux uns et aux autres, et finalement ils prennent presque autant d'importance que la famille Casquet. J'ai vraiment été très surpris par tout ça, et j'ai beaucoup aimé. Je me suis pas retrouvé dans ces personnages-là, mais je m'attachais peut-être davantage à eux qui étaient de base beaucoup plus des prolétaires que les Casquets qui étaient quand même, j'allais dire, très riches dès le départ. Est-ce que je vous recommande Blackwater? Je sais pas. Moi j'ai aimé parce que j'adore les dynasties, j'adore les histoires qui se développent dans le temps. Si vous c'est votre truc de voir des personnages qu'on retrouve dans différents tomes, qu'on voit évoluer, grandir, foncez. Si vraiment ça vous barbe, ne le faites pas parce que c'est que des tranches de vie. C'est vraiment que ça. Il n'y a pas de gros fil rouge, on n'a pas le tome début et la fin, jamais. Donc oubliez, c'est vraiment un petit peu comme si vous regardiez Dallas, sauf qu'il n'y a même pas le plot de la saison. Dans les lectures terminées, j'ai lu Le Chien Jaune de Simenon. Pourquoi je l'ai lu? Je vous laisse deviner au fur et à mesure, il y aura un indice probablement dans la vidéo. C'est une histoire d'enquête tout à fait classique, et même, je veux dire, très classique. Petite ville, un meurtre, le commissaire Maigret débarque, essaye de mener l'enquête. Et le côté un petit peu particulier de cette affaire, c'est qu'il y a un chien jaune qu'on retrouve régulièrement dans la ville, et qui est censé être là sur les lieux du crime, ou lorsque le crime va arriver. Vraiment, quand je vous dis que c'est un classique, c'est qu'on a tous les éléments. On a les personnages un peu louches, on a le commissaire qui est grincheux, on a le maire sur le dos du commissaire pour lui dire faut boucler l'enquête, faut boucler l'enquête. Tout le monde semble être coupable. Ça se lit très bien, hein, c'est 200 pages, c'est vraiment des tout petits chapitres. Mon seul petit regret, c'est que ce ne sont pas vraiment des livres dans lesquels on mène l'enquête. On rencontre les personnages au fur et à mesure, mais on ne donne pas vraiment des indices. C'est juste à la toute fin, Maigret qui vous dit « Ah, j'ai compris !» Et je vais vous expliquer. Et en plus, on comprend qu'il avait quasiment compris depuis le début et que nous, pas du tout. Donc, c'est sympa, ça se lit bien, mais ne vous attendez pas, en tout cas, ou alors vous êtes peut-être plus intelligent que moi, mais vous attendez pas à mener une enquête incroyable et à vous dire ah, j'ai trouvé le coupable, etc. Moi, non, voilà. Après, vous avez peut-être lu et vous me direz, hein, peut-être que Trouillet, je parle à moi-même, peut-être que Trouillet, tu es un peu bête. Probablement. Drame de cette vidéo, on a déjà épuisé les lectures terminées du mois de juillet. Alors là, vous allez me dire, mais Trouillet, mais qu'est-ce que tu as fait? Je me suis éparpillé dans plein de choses. J'ai commencé Le sang de la cité, capitale du Sud. Je suis un petit peu déçu, triste, parce que d'ailleurs, mon livre, je l'ai trimballé partout et je l'ai bien abîmé. Ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est d'abord que c'est un roman de fantasy français qui se déroule sur plusieurs tomes. Il y a 2 sagas, 2 trilogies qui a priori se croisent, Capitale du Sud, Capitale du Nord. Le tome 2, Capitale du Nord, et après le tome 3, Capitale du Sud, etc. etc. Donc, je suis curieux, et le principe du roman, c'est, si j'ai bien compris, que la cité a un rôle important, la ville a un rôle. D'ailleurs, il y a une jolie petite carte au début. J'essaie de vous montrer la carte, mais j'ai la flemme de chercher. Ça parle de quoi? On commence avec un chapitre d'introduction assez affreux, avec un duc qui affronte un autre duc, ce que j'ai cru comprendre, et ils se battent, nanana, il vient chercher sa sœur, en fait la sœur du duc a été enlevée par l'autre duc, et la sœur, elle est morte, il ne trouve rien du tout, seulement enfermés dans le sous-sol, dans le noir, 2 enfants qui dévorent des cadavres, je crois, privés de lumière, qui ont été élevés comme ça, au secret. Et ça se termine ainsi. Le prologue. Et on va suivre, en fait, l'un des 2 jumeaux, l'un des 2 enfants, qui a été un petit peu, pas adopté, ouais, quasiment adopté par le duc, ou en tout cas protégé par le duc, et qui évolue dans cette cité, et qui la voit évoluer avec des petits conflits qui commencent à apparaître, il y a des modifications, le duc a un projet dans la cité, est-ce qu'il va être accepté, ça va pas être accepté. J'en suis qu'à la moitié, mais honnêtement, ça se lit très bien. Le début, ça m'a un peu perturbé parce qu'il y a beaucoup de noms, j'ai trouvé. Beaucoup d'éléments, on sait jamais, est-ce que c'est le quartier, est-ce que c'est un personnage, les personnages qui ont des surnoms.
Au début, c'était un peu difficile, mais là, ça y est, je commence à m'habituer, un petit peu à comprendre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ce frère qui, lui, est à peu près normal, même s'il a vécu des choses horribles dans son passé, et qui essaye de découvrir, comprendre ce qui lui est arrivé, et la sœur qui, elle, pour le coup, a l'air un peu plus... Voilà, je vous laisse découvrir, vous verrez. Quand j'ai dit fantasy, pour le moment, il n'y a pas vraiment de magie, même s'il y a des éléments un peu étranges, une sorte de prophétie, des énigmes, des choses... je sais pas où ça m'emmène. Pour le moment, je suis dans ce petit bateau-là, et pourquoi pas, hein, on verra bien où ça va aller. J'ai commencé le prieuré de l'oranger, que vous voyez sur mon étagère, j'ai eu la flemme d'aller le chercher. Et en fait, je l'ai vraiment juste commencé. Je vous en parle à peine, j'ai lu quoi, 50 pages, et là je me suis rendu compte que si je voulais vraiment lire ça sérieusement, il faudra le faire dès septembre, mais pas pendant les vacances. C'est une grosse lecture, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de world building, je préfère démarrer ça plus tard. Mais de ce que j'en ai lu pour le moment, ça me tentait pas mal. J'ai quasiment terminé la deuxième trilogie de l'Assassin Royal. Il me reste 200 pages. Mais je crois que ces 200 pages vont pas corriger l'avis que j'ai sur la fin de cette saga. Et globalement, mon point de vue sur Robin Hobb, je crois que elle et moi, on n'est pas compatibles. J'ai des attentes auxquelles elle ne répond jamais. Jamais. J'ai lu 3 tomes, j'attendais une conclusion épique. Je l'ai trouvée un peu décevante. J'attendais des réponses. Elles vont peut-être arriver. J'attendais qu'il se passe plein de trucs. Il se passe pas grand-chose, honnêtement. Et j'étais moins attaché aux personnages peut-être de cette deuxième trilogie qu'aux personnages de la première. J'étais moins intéressé aux problèmes que Rob a créés à la fin de la première trilogie, qui donne des dilemmes un peu à la feu de l'amour qui, moi, m'ont pris la tête plus qu'autre chose. Ouais, est-ce que je peux dire à machin qu'en fait je suis le père de bidule et trucs et... J'ai été globalement déçu par cette trilogie et ça me pousse à repousser la troisième et dernière trilogie. Franchement, il y a des choses que j'adore chez Robin Hobb, mais en même temps il y a des choses qui me cavent, mais tellement... Ce que j'aime beaucoup, c'est quand même la construction et l'évolution des personnages, et qui, lorsqu'ils se disputent et finalement viennent à se réconcilier ou à travailler ensemble, je trouve qu'il y a une forme de beauté. Il y a un chapitre où soudainement tous les personnages se mettent à s'entendre, travailler, et moi ça me touche beaucoup de les voir enfin être sincères, s'aimer, etc. Après s'être disputés aussi longtemps. Mais à côté de ça... il y a tellement d'éléments qui me dérangent et... Fitz, c'est un personnage qui est pas très malin. C'est un personnage qui se laisse emporter à chaque fois. Donc, il fait pas de pièges, il tombe dans les pièges. Il devine pas ce qui va arriver, il se laisse aller. Pendant toute la trilogie, il y a un personnage qui vient dire à Fitz et à compagnie je veux que vous alliez tuer un dragon. Et ce personnage-là, elle le dit mais sans conviction. On la capte à plusieurs fois, elle est en train de pleurer, elle est triste, malheureuse, elle n'a pas envie. Son peuple lui-même veulent pas vraiment que Fitz tue le dragon et Fitz se pose très peu de questions et nous on est là, ben il y a un truc, va creuser, il y a quelque chose. Non, 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 on va partir en voyage, on va aller tuer le dragon, on verra bien ce qui se passe et... J'en suis venu à la conclusion que c'est vraiment pas une écriture qui me correspond et j'adore le développement des personnages mais j'ai besoin davantage, j'ai besoin de plus que ça. Or pour moi Rob ne sait pas faire le reste, elle ne sait faire que des personnages, elle n'arrive pas à leur donner une histoire qui permette de les mettre à leur valeur. Donc ouais, je crois que ce sera ma dernière trilogie de l'Assassin Royal. J'ai quasiment terminé Steel Ball Run, la partie 7 de JoJo's Bizarre Adventure. Regardez, je vous ai sélectionné vraiment mes couvertures que je trouve les plus jolies. Moi, je vais les faire une par une, ce sera plus simple. Regardez, n'empêche, comme c'est beau. Le talent de cet auteur pour créer des... Je l'adore. Celle-là, elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique. Regardez celle-là aussi, comme elle est jolie. Steel Ball Run, je vous l'avais dit la dernière fois, il me semble, c'est Johnny Joestar, ce personnage-là, qui décide de participer à une course
accompagné de cet autre personnage, la Steel Ball Run. Il y a plein de sous à gagner. Le premier qui y arrive l'emporte le pactole. Problème, beaucoup de monde veut gagner cette course et beaucoup de personnes avec de très mauvaises intentions. Surtout que très vite, Johnny et son allié Jairo comprennent en réalité qu'il y a quelque chose de pas net derrière cette course, puisque le président des États-Unis en personne est mêlé à l'affaire. C'est du JoJo, donc c'est un prétexte pour voir toujours des personnages se déplacer et se taper dessus pendant 20 tomes, avec des pouvoirs complètement extraordinaires et absurdes, mais vraiment on part très loin. Ce qui fait que j'ai trouvé que c'était parfois un peu difficile à comprendre et très brouillon. Il y a beaucoup de pouvoirs qui se reposent sur des projectiles. Or, c'est pas toujours très clair ou fluide. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre parfois ce qui se passe en combat. Et j'ai hâte de voir cette partie-là en animé parce que je pense que ce sera plus clair. J'étais un peu déçu par le pouvoir des protagonistes puisque, comme je vous le dis, c'est surtout à base de projectiles. Et quand on voit la créativité que l'auteur est capable d'utiliser et a utilisé, notamment dans la partie 6 par exemple avec Jolene et ses fils, la partie 5 avec Giorno et sa capacité de créer la vie sur l'inanimé, etc. Là, j'ai trouvé que, ouais, c'était... Il en rêvait depuis le départ, depuis le début, il rêvait des histoires de cow-boys, de pistolets, etc. Mais j'ai trouvé du coup que pour moi ça manquait, en tout cas le personnage principal, son pouvoir manquait de côté waouh, extraordinaire. Et on tombait parfois un peu dans la facilité. À côté de ça, vraiment, ça reste, je vous l'ai dit, magnifique. Je trouve que les dessins sont tellement sublimes. Il y a des scènes tellement belles. Vraiment, ça reste un auteur qui a une imagination extraordinaire, incroyable, et une capacité à dessiner, à construire des émotions, à créer des scènes, je trouve tellement belles. Vraiment, rien que pour ça, je ne regrette absolument pas. J'ai adoré aussi le méchant. Les méchants, la plupart des méchants, je les ai trouvés très sympas, mais le vrai méchant, je l'ai trouvé très classe, très effroyable, très puissant. Un combat qui se déroule sur 3 tomes épiques, monstrueux. J'ai été un peu déçu sur la conclusion, je vous le cache pas. Il me reste un tome, j'attends de voir pareil ce que ça va apporter. Mais la fin du combat m'a un peu laissé sur ma faim. D'ailleurs, je précise parce qu'à la base, j'avais prévu de m'acheter un tome par mois. Et donc de lire la saga en 2 ans. Et un ami s'est empressé, un collègue, s'est empressé de me les prêter et de me dire non, tu prends tout ça, tu lis, et comme ça on peut en parler. Et du coup, on se retrouvait à chaque fois que j'ai lu un tome et on en parlait et tout, c'était assez chouette. C'était vraiment très bien. Et j'ai hâte du coup de commencer Jojo Lion, puisque pareil, il est déjà prêt à me filer les 27 tomes de Jojo Lion. Regardez ce que j'ai trouvé là. Hikaru no Go. La couverture était trop jolie, elle m'a attiré tout de suite. Le seul point qui me dérange un peu avec cette édition-là, c'est la qualité du papier. C'est pas un papier, je trouve, habituel, classique manga. Ça fait un peu du coup, je sais pas, texture, je suis moins fan. Après, ça me dérange pas trop, mais je préfère, voilà, du papier comme ça. Là, ça fait un peu plastique. Hikaru no Go, j'ai été super surpris parce que c'est un animé que je regardais il y a très longtemps quand j'étais enfant et que je regardais en plus téléchargé, j'avais 15 ans avec des vieux sous-titres souvent en anglais alors que je comprenais rien et ça me passionnait puisque c'est Hikaru no Go. En réalité, vous avez ce protagoniste qui trouve un jour une boîte de Go dans son grenier et cette boîte de Go est possédée par un esprit. Cet esprit entre dans Hikaru. Et en fait, c'est un grand joueur du Go. Il ne rêve que d'une chose, c'est de refaire des tournois, etc. Sauf que le petit Hikaru, lui, il en a absolument rien à faire. Le Go, ça l'intéresse pas, il sait même pas ce que c'est pour lui, c'est pour les vieux. Sauf que ce fantôme a un contrôle un petit peu sur le corps d'Hikaru. Et quand ce fantôme est triste, notre personnage principal ressent ces émotions-là. Donc il est plus ou moins forcé d'y participer.
mais je trouve que c'est fait de manière très intelligente. Au début, je pensais que ça allait être le petit génie qui croise son maître, etc. Pas du tout. Hikaru no Go, c'est un branleur, il a envie de rien faire, de tricher, il respecte rien au départ. Je pense qu'il va évoluer dans le bon sens, mais au départ, il s'en fiche royalement. Et il espère en fait gagner ses parties simplement en écoutant le maître lui dire tiens fais ci, fais ça. En réalité ça marche pas parce que du coup ça prend 15 ans le temps que le maître réfléchisse et lui dise les informations. On sent qu'il va devoir évoluer, apprendre et moi je suis curieux de voir ce qui va se passer. Comment lui-même il va apprendre à jouer au Go. Est-ce que moi je vais réussir à apprendre à jouer au Go? J'en sais rien. Mais j'ai bien aimé ce premier tome que j'ai trouvé assez surprenant à voir sur la suite. Dans les mangas qu'on m'a offert, là encore, c'est toujours ce même ami qui me connaît très bien. Je suis en train de voir qu'il y a des petits trous sur cette... Je sais plus si c'est le dos ou la côte, mince, j'ai oublié. Et je me demande si c'est pas à cause de mon chat. Cat Size. Je ne l'ai pas encore lu, mais je voulais juste vous le montrer parce que je suis trop content. Ils ont fait une nouvelle édition et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, très très content de regarder. Je vous montre. Oh là là, voilà. Il me connaît beaucoup trop bien et je suis extrêmement heureux de démarrer la lecture en août. Bon, on arrive quasiment à la fin de cette vidéo. Je dois juste vous montrer mes projets de lecture pour août. Tout un tas de petits romans que je ne vous donne pas la liste pour le moment parce que ce serait trop long pour mon travail. Voilà, donc ça aussi, c'est sur ma pile à lire. Il faut que je me bouge parce qu'ils sont pas très longs, mais il y en a beaucoup. Et enfin, pas très longs. Il y a quand même Dracula. Et je voulais quand même partager ma surprise parce que quand je l'ai acheté, je pensais que Dracula, en fait, il faisait quoi? 200 pages. En réalité, il en fait 650. Voilà. Oui, Dracula à lire sur la plage, c'est top, hein, n'est-ce pas? Voilà, voilà. C'était ma petite conclusion. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser profiter de vos vacances. Je vous embrasse très très fort. J'attends vos conseils si vous avez des lectures de vacances, des recommandations. J'ai hâte de vous retrouver en août et je suis bien désolé de vous laisser un petit peu en panique comme ça après ce mois de juillet chaotique, mais j'étais un peu fatigué. Vous voyez, j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas fait grand chose, mais voilà, ça va un peu mieux et surtout je pars en vacances, j'allais dire demain, mais non, samedi. Donc profitez du soleil, il n'y en a pas aujourd'hui, mais il y en aura sûrement. Reposez-vous et comme toujours, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu, ce que vous voulez lire, même si ça n'a rien à voir avec ma vidéo. Moi, je suis prêt à discuter de plein de choses, donc faites-le. Je vous embrasse très fort, sinon la vidéo va faire une demi-heure. Au revoir tout le monde, bye bye.